Ladies and gentlemen, friends and fellow travelers, please give a very warm welcome to Bernard Lassus, to Jacques Herzog and Pierre de Meuron. We are very, very honored also that Bernard Lassus joined as a French artist and landscape architect who has been one of Lucius Burckhardt's closest friends. They have inspired each other. Lucius always told me that Bernard Lassus is one of his great inspirations and wanted me to meet Bernard Lassus, so we thought it would make Lucius happy that we would all meet here. Before we enter the discussion, I would suggest that Bernard will show maybe a few images of his homage to Lucius, and then we can enter the discussion. Please. Non, je voudrais saluer cette réunion parce que Lucius Burckhardt dort depuis trop longtemps. Il fallait vraiment le réveiller. Et je remercie M. Louis d'avoir réveillé Lucius Burckhardt. Je crois que c'est très important et je vais vous dire pourquoi, à mon avis. Je pense que la grande discipline de l'avenir va être le paysage. Je ne veux pas dire par là que c'est contre l'architecture. Pas du tout cela, au contraire. C'est l'élargissement de l'architecture au paysage. Chose qui actuellement, à mon avis, n'est pas bien comprise. On a beaucoup trop tendance à opposer paysage, architecture, urbanisme. Je répète, je pense que le paysage est la grande discipline de l'avenir. Pourquoi? Parce que nous sommes obligés de nous occuper demain d'un territoire global. C'est la globalité du territoire. Ce ne sont plus des objets du territoire devant lesquels nous sommes placés devant cette réorganisation. Et Lucius, Ian Hamilton Finlay, que vous connaissez peut-être, et moi-même en particulier, et d'autres, avons beaucoup travaillé depuis 40 ans sur ces questions. Je pense que la promenadologie, il faut un peu l'expliquer. Il faut un peu l'expliquer parce que c'est un concept que nous avons travaillé pendant des années. C'est-à-dire, c'est la base du concept de paysage, la promenadologie. C'est qu'est-ce que ça veut dire que le paysage qu'il nous faut réinventer. Il n'est pas réinventé. La question est posée. C'est la question posée. C'est des images que je vais vous montrer pour vous commenter. Essayez de vous commenter. Dans les années 60, je dirais des dates, j'étais très soucieux de voir combien l'architecture des grands ensembles, en particulier en France, se préoccupait très peu des habitants et de la créativité des habitants. Les habitants étaient vraiment complètement prisonniers de ce qui était construit. J'ai donc voulu m'intéresser à la création individuelle. La création individuelle. Et pendant un certain nombre d'années, j'ai travaillé pendant 10 ans, avec l'aide de la recherche scientifique, à mettre en évidence la création individuelle des habitants eux-mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que les habitants faisaient dans leur maison et autour de leur maison pour essayer de comprendre ce qui manquait, je m'excuse de ce terme, mais c'était bien cela, à la problématique des grands ensembles. Quelques photos pour vous montrer. Nous avons découvert 1000 jardins comme ça, 1000 en France, parce qu'il fallait montrer que ce n'était pas un phénomène unique, mais que c'était un phénomène général. Et c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec Lucius Burckhardt, qui s'est intéressé
à ce type de problème. Je vous montre là quelques exemples. Vous n'en aurez pas 1000, vous n'en aurez que quelques-uns. Ici, il s'agit d'un mineur de fond extrêmement intéressant. Je ne pourrais pas entrer dans tout le détail, mais je vais vous montrer. Regardez son jardin, l'intérieur de son jardin. Et regardez dans le fond, vous voyez un personnage de dos. Il vous raconte ici l'histoire de Blanche-Neige sur une fresque de 33 mètres de longueur. Et au fond du jardin, vous découvrez quoi? Blanche-Neige de dos. De dos. Je ne vous cache pas que je me suis demandé pendant 3 ans quelle était la question qu'il fallait lui poser à ce mineur, c'était un mineur de fond, la raison pour laquelle il avait mis Blanche-Neige de dos. Au bout de 3 ans, j'ai compris la question qu'il fallait lui poser. C'était « Que regarde Blanche-Neige » ? Et il m'a répondu « Blanche-Neige regarde la forêt ». Vous avez devant vous l'exemple de base d'une création poétique qui est l'initiation de la promenadologie. Vous voyez bien que le problème, c'était que Blanche-Neige transformait par son regard le paysage. C'était un mineur, il ne voulait pas abîmer son paysage d'ancienne mine, il ne voulait pas qu'on les transforme avec de pelouses vertes en plantant des arbres, il voulait qu'on respecte le travail des mineurs. Mais en même temps, il fallait redonner une valeur poétique à ce lieu. Et c'est comme ça, en 72, que j'ai commencé à comprendre ce qui va être brodé par Lucius et moi-même pendant des années. Voici ce qu'on voyait. Vous voyez, c'était des puits de mine, c'était des terrils. Et habituellement, sur ces terrils, vous voyez le terril qui est dans le fond, on mettait de l'herbe actuellement, on les camoufle. Mais les mineurs, si vous voulez, pour eux, qu'est-ce qui reste du charbon qu'ils ont extrait de la terre? Le charbon, il a brûlé. Il ne reste donc plus que les scories, que les terres qui n'étaient pas bien. Donc il ne fallait pas toucher à ces terres. Paradoxalement. Et en général, dans le paysage du nord de la France, on a habillé les terrils avec de l'herbe, avec des arbres, contradictoirement à la volonté patrimoniale des mineurs. Je tiens à le dire, contrairement à la volonté des mineurs. Deuxième stade, avec Lucius. Nous avons été invités à Gibellina, en Sicile, pour réfléchir à ce qu'on pouvait faire dans cet endroit. Il y a eu plusieurs séminaires, d'ailleurs avec Nicoline, que vous connaissez probablement. Nous avons été plusieurs fois à Gibellina, ensemble. Et paradoxalement, dans cet endroit, où ce village était entièrement détruit, comme vous pouvez le voir, il était tellement détruit que les habitants habitaient dans cet habitat secondaire. Voilà exactement où habitaient les habitants à Gibellina. Toute la population était donc transportée dans ces logements. La question que posait le maire, c'est « qu'est-ce que je dois faire ?» C'était la question qu'il nous posait. Et Lucius et moi, nous avons longuement discuté et nous avons dit « nous allons défendre l'idée de l'intervention minimale ». Et là, j'ai proposé, et je vous expliquerai ce que c'est que l'intervention minimale, parce que c'est un des points essentiels de la démarche que nous avons menée pendant des années avec Lucius Burckhardt. Je dois dire que le maire de Gibellina a été parfait,
Mais il n'a pas suivi nos conseils et nous n'avons pas pu faire les travaux qui étaient prévus parce qu'il a voulu faire une architecture monumentale. Si vous allez à Gibellina, la Neuve, parce que la ville est maintenant à côté, vous pourrez voir une architecture monumentale à laquelle nous n'avons pas participé. Mais je trouve que ça, c'est très intéressant parce qu'il y a eu un vrai débat. Et je dois dire que ce maire a été d'une honnêteté intellectuelle totale. Voici d'ailleurs l'affiche qui annonçait ce séminaire sur l'intervention minimale. Vous voyez, c'est clairement énoncé. Donc, il avait parfaitement accepté, le maire, cette terminologie, ce terme. C'est un peu petit pour que vous voyez les noms de ceux qui y ont participé, mais de nombreuses personnalités avaient déjà participé à ce séminaire. Maintenant, je vais vous montrer l'intervention minimale telle que personnellement, je l'avais déjà prévue en 1965. Ce que vous voyez ici est un de mes travaux de 1965. Vous prenez une tulipe, rouge de préférence, ensoleillée avec de la lumière, et délicatement, vous voyez mon ombre d'ailleurs là, à droite, vous voyez, vous mettez un petit morceau de carton blanc dans la tulipe. Et vous découvrirez que le morceau de carton blanc devient rose. Parce que les réflexions internes de lumière dans la tulipe font que l'intérieur de la tulipe devient un volume de lumière rose par la réflexion interne. J'ai appelé cela un air rosé. Vous voyez que la tulipe est transformée. Je suis sûr maintenant que vous ne verrez plus les tulipes de la même manière. Vous verrez les tulipes comme des volumes de lumière colorée et pas seulement comme des pétales rouges avec une tige verte. Ce qui est important, c'est qu'on peut enlever le morceau de papier. C'est-à-dire qu'en enlevant le morceau de papier, on ne transforme pas la tulipe, bien qu'on l'ait complètement déjà transformée. C'est ça l'intervention minimale. Vous voyez, c'est-à-dire que vous transformez un existant sans que vous l'ayez physiquement transformé. Il suffit d'enlever le carton. La tulipe est devenue un volume de lumière et elle est physiquement, en elle-même, initialement, pas transformée. Vous voyez, c'est une idée très importante, parce qu'elle montre que le paysage peut être totalement transformé sans intervention physique. Mais ça montre aussi, et ça montre surtout, c'est que le paysage est totalement culturel. Il n'est pas physique, il est culturel. Nous avons pu voir ça à Willemsö. Et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Willemsö, c'est un des plus beaux parcs qu'on peut voir en Europe. Le parc de Willemsö, je vous le signale, à Kassel. Grâce à la documenta urbana que nous avons pratiqué avec Lucius. Mais voilà, si vous voulez, une des images initiales du parc de Willemsö. Et à Willemsö, Lucius, que vous voyez ici avec moi-même, dans la maison de Socrate, vous voyez qu'il avait de charmantes attentions, m'avait justement demandé de parler de ces questions que nous sommes en train d'évoquer et surtout de repréciser ce qu'était le paysage. Qu'est-ce que c'est que le paysage? Le paysage. J'ai compris le paysage, personnellement,
à Stockholm en 1969. Je suis ici devant le port de Stockholm. Et je regarde, comme tout le monde, le port de Stockholm. J'avance dans le port de Stockholm. Et qu'est-ce que je découvre? Que la moitié du paysage est constituée par un bateau de guerre qui est peint comme une toile de camouflage de l'armée. Vous voyez? Je ne vous cache pas que j'avançais dans le port. Quand j'ai vu ce bateau surgir subitement, j'ai fait un bond en arrière. Mais ce jour-là, j'ai compris ce qu'était le paysage. Vous voyez que le bateau de guerre n'a strictement rien à voir avec l'apparence qui lui est donnée. Il y a donc dissociation complète entre l'objet et son apparence. Je regrette d'ailleurs de voir que l'architecture, je suis le premier d'ailleurs à le regretter, s'est si peu préoccupée de l'apparence et qu'on a laissé à l'armée, uniquement au bateau de guerre, le fait de montrer à quel point l'apparence pouvait jouer un rôle par rapport à l'objet physique. Vous voyez que nous restons dans les mêmes idées. C'est cette dissociation. Et en même temps, l'apparence était fraction, hétérogène. C'est l'hétérogénéité des parties du paysage qui est devant soi, qui constitue le camouflage. Aucun des morceaux n'est identifiable. Le problème du paysage, c'est justement que ce sont des fractions rassemblées, ce ne sont pas des objets. C'est des fractions d'objets. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'il vous faut une lunette d'approche et on découvre « Ah, ça c'est la cathédrale. Ah, ça c'est tel musée. » Mais la globalité est dissociée des objets qu'il compose. Vous avez saisi maintenant ce qu'est la promenadologie. Vous voyez comment elle est née, comment nous avons travaillé avec Lucius pendant des années pour montrer que ceci, c'est le paysage de Tahiti. Ça peut être Tahiti. J'espère que vous m'avez saisi. Merci. Thank you very, very much. Now, actually, this is a great moment to now ask Jacques and Pierre to tell us more about Lucius, because I think it's fascinating. We have with Bernard Lassus, a contemporary of Lucius Burckhardt, one of Lucius's closest friends. They had a very osmotic, working relationship, inspired each other over the year. And we have here, with Jacques and Pierre, of course, the protagonists of our pavilion. It was a wonderful, wonderful process, and we spoke about it a lot yesterday, how this collaboration with Jacques and Pierre and the artists happened and basically produced this exhibition in terms of the display feature, Herzog de Meuron's invention of these trolleys, then in relation to all these, choreographies the artists invented, Tino Segal and Assad Raza's choreography, Philippe Pareno's blinds, Dominique Gonzalez-Förster was also a very integral part of these many meetings we had in Basel. But today, we speak less about the exhibition, we want to talk about the archive. And one of the things Jacques and Pierre did for the Swiss Pavilion, besides all the things mentioned, is of course the whole work on the archive of their teacher, Lucius Burckhardt. And I think it's fascinating now, because you're a very different generation, Lucius is your teacher, to hear a little bit from Jacques and Pierre what these concepts Bernard was outlining mean for you. And if you can tell us a little bit about your findings and your discoveries, working for so many months in the library in Basel with these many, many boxes of Lucius' archive. If I quickly start, Bernard, I think for Pierre and me, was amazing to hear him speak in French. He revealed things that obviously we didn't know, because we were students in the early 70s.
And Lucius was not yet at the point of astrology, of promenadology. C'était pas encore son obsession. And I think this is certainly something that we would have liked much more than many things that he was convinced of at the beginning of the 70s. Because what you are saying, Bernard, is very remindful for us with what Rémi Zaugg, another friend, was bringing up, which is about perception. Before physically acting, having this kind of critical perception. I think that is certainly a very interesting common point. This kind of thinking, of course, is deeply rooted in the 60s and 70s, in the conceptual art of the 60s and 70s. And this is certainly a point where our interests come together with the ones of Bernard Lassus and Lucius Burckhardt. And I think this is something that certainly we took on board and remained a very important ingredient of what we did and still do as architects today, much more than many other things that might come up. For instance, also the things that were mentioned before, the speaker before Jesko Feser. Je pourrais continuer à vous écouter. Malheureusement, unfortunately, we have to continue in English, and we cannot continue in French with your precise language, describing what are your thoughts about the paysage in particular. For us, or for me, with Lucius, it was the way to go beyond what you have to do, maybe you normally have to do as an architect. And we have always been with him sur le terrain. Always on the terrain. We always were in the city or in the landscape, in the train, and looking out of the window. So it was always being exposed with the reality of the landscape and not being taught somewhere in a classroom, on a board, or in an auditorium. So this experience, we happily, Jacques and myself, we happily were in this window in time to be at the right time, at the right spot, to be at the ETH and to have the opportunity to have Lucius teaching at the ETH. And this, at the end, was also very difficult for us. How do you do an exhibition, and how do you also generally can do an exhibition about architecture? And that also, certainly we learned to go beyond that, and that having some photographs or having models, as usually architectural exhibitions are being made, would not be the right media or the right proposal or the right technique or the right to have Cedric Price and Lucius Burckhardt on display here in the Swiss Pavilion. Now, one of the things I wanted to ask you, Jacques and Pierre, is given the fact that we had a lot of images about the promenadology, and it's wonderful that Bernard Lassus actually gave us here the full history of this promenadology, because it came up yesterday in so many, and today again in so many different moments. In this stroll in the Farm Palace, this idea of a new science of going on a walk, which Lucius founded, called in English strolology. But I mean, there are many, many more projects in this archive. And I wanted to ask you both, because it's fascinating, these panels, and we have always panels come out, and different parts of these archives will be revealed over the next 6 months. You've seen so many thousand drawings. Obviously, a lot of it will be familiar for you because you've known it before, but I'm supposedly also assuming that there were new discoveries. Things you didn't know. Can you tell us a little bit about these findings and what was particularly surprising looking at the archive? Well, I think that we actually knew very little. And gladly Markus Ritter is here and other people who know much more about Lucius who will be more specific about this. But for sure, what is really surprising is the richness of what could be found in the archives, namely his drawings, which
could be split in two categories: the ones which are more political and the ones which are really more natural, scientific, almost like a biologue would do. And these seem to be so much in contrast with his political activities, with his articles, that are a lot of articles in newspaper articles in these archives, which are revealing and telling the story of his many protests against highway projects, about other city planning projects. Then there is also, of course, concrete projects that he was proposing, which were actually really the beginning of an alternative approach to planning, to city planning, which is certainly now many people take this as something obvious and given, but it was very new to try to reuse existing buildings and give them away for programs that are not fully defined, but are would develop over the years. In Basel, for instance, the whole Kaserne project, which go back to the 80s, I think, which is now more than 35 years old. That was a huge change in official planning, that an architecture competition was not judged on an architectural project. We were not so happy with this, actually, at that time. But it turned out to be a very important way to give a voice to other people in a city and to let other people take part in that. And this is not just a democratic idea, it's an idea that really improves a part of the city, because it makes space for different thinking and different people using the public space. I mean, there's many, many more things, and I can only encourage everybody to find out concretely more, because I think one of the great things of the pavilion is really that young people have become real experts on Lucius' work, and will explain you much better than we could what is behind all these different documents, drawings, newspaper articles, etc. You want to maybe tell us some more about some kind of unexpected discoveries of things in the archive? I remember also the books and the publications were wonderful. In a meeting we had in Basel, you showed us all these early publications. I mean, I know Lucius's book, which were in print since I know him in the 90s, but you showed all these 60s, 70s books, the Little Red Book, and even a magazine, which I think published your very first text. Can you tell us about that archive, the books? Yep. The books, maybe, yeah, if you speak of the books, I think the books are still the texts that have been written. He wrote, Lucius wrote in the 70s and 80s and also later, are still texts that you should read now, as they are very clear in language, as also Bernard was speaking. It's a very simple language that is also that you can understand very easily. And that is important, because this shouldn't be like experts. The real problem in city planning is that it is too much somewhere on a higher level, and is an expert thinking that the people you also described in your gardens, they wouldn't understand that. And surely more than ever, now you have to integrate also the users of cities. So it is not possible to do it without that, and to think that you are somewhere above all and that you can impose something that will always give a fallback, a negative fallback. And in this regard, I think to discover and to rediscover, for myself, I reread the text, and I think, of course, not everything you can agree with, but this is also okay. But that it has again brought some reflection in my own mind. So the motto is read Lucius Burckhardt, read Lucius Burckhardt. Maybe a last question I wanted to ask you, Jacques and Pierre,
is this idea of, were there any moments in your time studying with Lucius where you had disagreements? Were there any moments of resistance? Yes. Was there any moment of killing the father? Yes, I think, and maybe what I would, as I remember him, it was always also said with a kind of humor. There was always also a smile on the face, so it was not like ideological, you know, hardcore thinking. It was much more to have people think. And this certainly he achieved to do this all during all the time we could spend together. And certainly also there was a resistance, and I think this is necessary also to get rid of certain things. The worst thing would be that this is some kind of a hero, and everything now, everyone is like repeating what he has been saying. You know, the contrary should be the case. It's the same to us with Aldo Rossi, which was certainly a very great teacher, but at some moment you have to go your own way and not just to repeat what you have been taught. Maybe, Hans Ulrich, I may add something about this aspect of disagreement. The previous speaker mentioned us in saying that we turned down, let's say, the kind of willingness of Lucius to accept architecture as architecture. And I would maintain this. Lucius rejected the concept of architecture as architecture. And when we said that Lucius was more representing a northern tradition, whereas Aldo Rossi, a southern one, we mentioned the two names because they have been our teachers within 3 years, you know. We have had these two totally different opponents, almost of a same business. Even if Lucius was a sociologist, he was teaching at the architecture school. And as Pierre said before, it was a real stroke of luck that we had them both so closely together. And the kind of southern aspect of Aldo Rossi is very clearly the fact that for him, architecture was based on typologies. A typology which is producing fixed ideas on buildings that are composing the city, like in a picture of De Chirico or on Renaissance paintings. Those were fixed objects that were given like in a language, whereas Lucius was, even if he loved and he knew a lot about the history of architecture, his approach obviously was about participation and was about bringing in people with their own ideas, with their own gardens, was obviously opposing, eroding that concept. And I wouldn't want to take, you know, a position. I just think that it was interesting for us to understand these different attitudes and, you know, use them, because we believe that amalgamizing those ideas is the best condition to produce the contemporary city, also in the future. Wonderful. Thank you so very, very much to Bernard, to Jacques, to Pierre. Thank you so much. Merci beaucoup.